Bonjour à tous, vous êtes toujours sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux avec aujourd'hui, à la place de la revue de presse hebdomadaire sur l'Asie-Pacifique, une petite série au micro de RTI dans laquelle je vous propose de nous intéresser à la récente réforme sur l'extraction minière à Taïwan, une réforme historique qui est venue, nous allons le voir ensemble, rééquilibrer un rapport de force qui était jusqu'ici extrêmement favorable à l'industrie minière, aux dépens à la fois des populations locales et notamment des communautés autochtones et à l'environnement. Le Parlement taïwanais a adopté le vendredi 26 mai dernier une proposition de loi apportant des amendements majeurs à la loi sur l'extraction minière. La proposition a été portée par des ONG telles que Citoyens de la Terre ou encore la Wild at Heart Legal Defense Association, et par des députés comme Lin Shufen, élu DPP de la 2e circonscription du Nouveau-Taipei. Pour en parler, je me suis rendue au bureau de l'ONG Citoyens de la Terre à Taipei pour y rencontrer Huang Jingting, en charge des questions touchant à la côte est de Taïwan et en particulier des comtés de Hualien et de Taidong, deux comtés où vivent de nombreuses communautés autochtones et où sont implantées historiquement de nombreuses mines. Elle explique que le processus a été long et laborieux puisque les associations et les députés ont commencé à plancher sur la proposition de loi en 2016 pour que la loi soit finalement adoptée le mois dernier. Cette loi est très vieille et n'est pas adaptée aux idées actuelles. La plupart des députés n'ont pas exprimé publiquement leur désaccord, mais certains ont utilisé certaines techniques parlementaires pour retarder les discussions et rendre ces dernières plus difficiles. En surface, ils disaient tous « Bien sûr, il faut faire cette réforme ». Mais en réalité, dans chaque étape du débat, ils prenaient en compte les intérêts des entreprises minières, demandant de supprimer telle ou telle disposition, ou modifiant une ligne pour être sûr que ça ne dérange pas trop les entreprises. Huang Jingting ajoute que si cette réforme est venue apporter d'importants changements, le rapport de force entre les différents droits et intérêts reste toujours déséquilibré. À l'origine, le rapport entre les droits de l'industrie minière et ceux de l'environnement et des citoyens impactés par l'extraction minière était extrêmement déséquilibré. En préparant cette proposition de loi, nous avons essayé de rééquilibrer ce rapport de force et nous y sommes parvenus en partie, mais pas complètement. Auparavant, les demandes des entreprises minières passaient toutes comme des lettres à la poste. Toute la loi était organisée pour servir l'industrie, avec des démarches extrêmement faciles qui s'apparentaient à de simples formalités, sans qu'il n'y ait jamais un réel risque pour l'entreprise de voir sa demande rejetée ou d'être contrôlée. Mais nous sommes venus, à travers cette réforme, introduire des mécanismes de contrôle et d'évaluation. Parmi les changements majeurs apportés par le texte, il y a notamment la prise en compte du volume extrait dans la mine, ainsi que la profondeur de cette dernière. Imaginons que cette tasse de café est une montagne. Avant la réforme, le permis d'exploitation accordé à l'entreprise minière concernait une certaine superficie et ne plaçait aucune limite sur la profondeur de la mine. L'entreprise pouvait donc creuser jusqu'au pied de la montagne, voire en dessous, et ce avec le même permis. Avec la réforme, le permis mentionne désormais le volume d'extraction autorisé et la profondeur du trou. Si on veut creuser plus profondément, il faut demander un nouveau permis. C'est un des progrès les plus intéressants de cette réforme, à mon avis, car la profondeur de la mine a des conséquences humaines et environnementales. Si la montagne s'affaisse à cause du trou, ça peut aussi impacter les nappes phréatiques, par exemple. Le fait de se concentrer sur la surface uniquement était donc quelque chose de tout à fait aberrant. Autre avancée de la réforme, l'abolition de l'article 47 de la loi qui bafouait ostensiblement le droit de propriété et qui lui a donc valu le surnom de Pa Wang Tiaoquan, que l'on pourrait littéralement traduire par disposition tyrannique ou clause du tyran, et qui désigne une règle particulièrement injuste ou oppressante. Cette disposition est encore plus insensée. Par exemple, quelqu'un avait un terrain et la personne ne voulait pas le céder à une entreprise minière pour qu'elle y creuse une mine. L'entreprise n'avait pas besoin d'obtenir son accord. Il lui suffisait de calculer la valeur du terrain, par exemple le montant de la location pendant un certain nombre d'années,
et de déposer ce montant au tribunal pour pouvoir commencer à creuser. C'était complètement délirant et en plus tout à fait contraire au droit de propriété. Mais cette disposition a été justifiée par le gouvernement pendant la période autoritaire en mettant en avant la situation de guerre. La réforme vient également limiter les droits des entreprises minières en termes de compensation, puisque l'ancien système permettrait à l'industrie de faire pression sur les décideurs en charge d'attribuer les permis. Il s'agit de l'article 31 qu'un amendement vient supprimer de la loi d'origine. La loi d'origine comportait aussi une autre disposition ubuesque. Le permis d'extraction était accordé pour une période de 20 ans et il suffisait en fait de faire la demande pour que ce permis soit prolongé de 20 ans. Et si jamais la demande de renouvellement n'était pas approuvée, l'autorité forestière où se trouvait le site en question devait compenser l'entreprise minière. Et comme ces autorités n'ont pas beaucoup d'argent, elles n'avaient en réalité aucun pouvoir de refuser un renouvellement. C'est ainsi que les parcs naturels de Taïwan ont dû dépenser énormément d'argent pour compenser les entreprises. Et en fin de compte, ce sont les contribuables taïwanais qui compensaient ces entreprises. À la question de savoir si cette réforme permet une plus grande justice foncière, Huang Jingting estime qu'un problème de taille persiste. En effet, les droits qui ont été accordés à l'industrie sont tous hérités des années 50 et 60, c'est-à-dire d'une période où les droits humains et où l'environnement n'étaient pas protégés à Taïwan. Cette réforme implique certains éléments rétroactifs, comme par exemple exiger une évaluation d'impact environnemental pour les mines où cela n'a pas été fait, opérant ainsi un certain rééquilibrage du rapport de force. Mais elle ne permet pas, selon Huang, de compenser les pertes et les dommages subis par les propriétaires fonciers. Cette réforme ne permet pas de compenser entièrement les personnes dont le droit de propriété a été bafoué. Elle prévoit seulement d'ajouter des procédures qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, si le terrain de mon père a été creusé par une entreprise minière et que mon père décède en me léguant le terrain, l'entreprise doit obtenir mon accord pour continuer à creuser. Il faut savoir que lorsqu'on parle de l'industrie minière à Taïwan, il y a beaucoup de similitudes avec d'autres pays comme par exemple le Brésil, l'Australie ou encore la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les communautés autochtones font souvent partie des populations les plus impactées, que ce soit directement ou indirectement. Ainsi, selon les statistiques du ministère de l'économie, 79 des 139 mines enregistrées à Taïwan sont situées sur des terres aborigènes et seulement 13 d'entre elles ont obtenu, sous l'ancienne législation, l'approbation des communautés autochtones locales pour être exploitées. Or, la récente réforme vient consacrer cette obligation d'obtenir l'approbation des communautés locales concernées. J'estime que la version amendée de la loi comprend une disposition qui prend vraiment en compte les intérêts des peuples autochtones. En effet, avec la réforme, les entreprises minières doivent, avant de commencer à creuser, obtenir l'accord de la communauté aborigène locale. Ce processus de consultation est inscrit dans l'article 21 de la loi fondamentale sur les peuples autochtones de Taïwan. Il est aussi présent dans le droit à l'étranger. Selon les amendements retenus dans le texte de la réforme, les compagnies minières qui ont déjà acquis un permis d'exploitation sur des terres aborigènes sans l'accord de leurs résidents ont un an pour conduire des négociations avec eux et obtenir leur approbation. Elles pourront pendant ce temps continuer leurs opérations mais devront stopper toute activité si aucun accord n'a été trouvé dans ce temps imparti. Huang Jingting se dit toutefois pessimiste quant à la possibilité pour les propriétaires floués d'obtenir un jour des réparations financières correspondant fidèlement aux pertes subies. Huang estime que cela s'inscrirait pourtant dans le mouvement de justice transitionnelle engagé par les autorités taïwanaises. Il me semble difficile d'obtenir des compensations financières, à moins que Taïwan ne s'engage dans un processus de justice transitionnelle dans le domaine des terres. Or, le processus de justice transitionnelle tel qu'il est engagé à Taïwan se concentre surtout sur les aspects de la vie politique, et notamment sur l'héritage de la période autoritaire du régime du KMT. Mais je crois qu'il faudra encore longtemps pour qu'on s'attaque à ce genre d'abus qui concerne les droits et les intérêts de la population. Et pourtant, il le faut. Il faut se pencher sur les droits de propriété des communautés autochtones qui ont été bafoués par l'extraction minière, car cela fait partie de la justice transitionnelle. Je pense donc que le gouvernement n'est pas encore très au clair sur la définition à donner à ce concept de justice transitionnelle. Je ne suis pas très optimiste sur ce point.
Mais je vous propose de nous pencher plus en détail sur ce système de consultation et ses conditions dans le prochain épisode de cette série au micro de RTI, pour lequel nous resterons en compagnie de Huang Jingting. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.